bonjour à tous. Vous voyez que finalement les sciences dites dures et les sciences artistiques peuvent se rencontrer. Voilà, en voilà un exemple. Et vous entendez disserter sur les difficultés de classification et autres. Sachez qu'on a exactement les mêmes et que ça va en s'aggravant puisque nous avons maintenant des machines qui sont capables de produire un tel nombre de données que nos cerveaux ne sont plus capables de les gérer. Donc nous dépendons de plus en plus des machines et comment arriver à maîtriser le système. Donc ça devient très compliqué. Et donc là, mon exposé va porter sur la mémoire, le cerveau, et également les phénomènes de neurodégénérescence, parce que dans mon domaine, j'ai abordé ça par le biais de la pathologie. Hein, et les mécanismes de type prion sont connus comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous en avez entendu parler avec les affaires hormones de croissance contaminées, et puis vous en avez surtout entendu parler avec la maladie de la vache folle, puisque en pratique, la majorité de la population britannique a été exposée à cet agent. On ne savait pas combien il y aurait de morts au final. Hein. Les chiffres au départ, c'était moins de 100 cas, plus d'1 million. En pratique, vous avez tous été exposés au risque. Donc vous voyez l'ambiance extrêmement sympathique. Et comme la France est le deuxième pays consommateur de viande britannique, nous sommes la deuxième population mondiale concernée. Et donc, tous, autant que vous êtes interdits du don du sang. Au Canada et aux États-Unis, parce que vous êtes peut-être porteur de ces agents, donc bienvenue au club. Donc maintenant que j'ai attiré votre attention, on n'était pas au courant. Alors, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, sachant qu'il y a un avantage quand même avec ces maladies, c'est que vous avez le temps de déprimer avant de la développer, puisque ça peut s'étaler sur plusieurs décennies, hein, et sans aucun moyen de savoir si vous l'avez ou pas. Donc c'est quand même très particulier. Et il y a eu 2 prix Nobel sur ces maladies. Le premier de 1976 à Carton-Gage-Dussek, qui a découvert qu'une peuplade vivant à un âge quasiment préhistorique en Papouasie-Nouvelle-Guinée avait une maladie extrêmement bizarre, hein, qui s'appelait correspondait à un tremblement fin des extrémités, et il a tout cherché, maladies infectieuses, mycotoxines, troubles hormonaux, enfin tout ce qu'on peut trouver, et il ne trouvait strictement rien, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, c'était une maladie qui était transmise lors de rites mortuaires très particuliers, qui étaient les rites cannibales, et qui avait lieu dans le plus grand secret, et le but étant de se réapproprier la force de la personne aimée au cours d'un rite sacrificiel, non pas sacrificiel, mais mortuaire. Et c'était très particulier parce que c'était les femmes et les enfants qui développaient ça, et ça c'était lié à des particularités ethniques, hein, parce que dans ces populations, l'homme était considéré comme un être supérieur. Donc il ne faisait que les choses utiles, la chasse et la guerre, et la femme ne faisait que les bas travaux, donc la cuisine, et s'occuper des enfants, de la nourriture. Et pourquoi des enfants étaient contaminés? Parce que ce qui se passait, c'est qu'au passage à l'âge adulte, hein, à l'adolescence, eh bien, les enfants mâles passaient dans la hutte des chasseurs, et donc subissaient des rites initiatiques, donc n'étaient plus en contact. Et donc au moment des festins, entre guillemets, contaminants, eh bien les parties nobles, le siège de la force, de l'intelligence, qui était donc le cœur, eh bien étaient donnés aux... Oui, c'est un peu surprenant pour nos esprits occidentaux, mais dans leur concept, c'était ça, eh bien étaient donnés aux chasseurs, aux hommes, hein, pour s'imprégner de cette force et de cette virilité. Tandis que les bas morceaux qui ne servaient à rien, et notamment le cerveau, qui était vraiment un truc parfaitement inutile, étaient laissés aux femmes et aux enfants. Et c'est comme ça donc qu'ils se contaminaient et qu'ils pouvaient développer la maladie entre 3 et 50 ans après. Donc, alors là encore, la mémoire, eh bien c'est pas par les écrits qu'on l'a su, parce qu'il n'y avait pas d'écriture, donc c'est par la tradition orale, hein, qu'ils ont pu se rendre compte, et c'était transmis de génération en génération comme ça, et cette tradition a permis de se rendre compte qu'en fait cette maladie était apparue au début du 19e siècle, et était allée en s'accroissant,
Au moment où Gage-Lussac l'a touché, elle l'a découvert, ça constituait la principale cause de mortalité. Donc près de 10% des villages, qui étaient des villages extrêmement isolés, étaient touchés. Et alors, en raison de l'analyse scientifique qui était faite par les autochtones, ils pensaient que c'était des sorts qui étaient lancés par les tribus voisines. Donc, du coup, ils lançaient des attaques où ils se trucidaient, donc ce qui était du coup la deuxième cause de mortalité. Et ils avaient donc des morts dont ils se repaissaient pour reprendre leur vitalité. Donc, vous voyez, ils étaient rentrés dans un cercle absolument extraordinaire. Et donc, la science occidentale a découvert que c'était ça, et donc, grâce à nous, ça a été interdit. Et en fait, c'est là que vous vous rendez compte de tout le paradoxe, c'est qu'avec des discours extrêmement moralisateurs, on leur a expliqué que ça n'était pas bien de manger les personnes de cette famille. Dans des civilisations séculaires, ça a eu peu d'impact. Et c'est là où on se rend compte de la puissance du modernisme, c'est que dans l'intervalle, ces peuplades qui vivaient à l'âge de pierre, n'avaient pas rencontré l'homme blanc à l'époque, eh bien, avaient fait connaissance avec l'alcool. Et c'est au moment où on les a menacés de supprimer l'alcool qu'ils sont rendus à la raison et qu'ils ont arrêté leur pratique, comme quoi finalement l'alcool n'est pas si mauvais pour la santé que ce que certains prétendent. Donc ça, c'était le premier prix Nobel, et donc il a réussi à démontrer que cette maladie, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, étaient des maladies qui en fait étaient transmissibles, et avec des agents très particuliers, puisque sous le microscope, on ne voit rien qui ressemble à une bactérie, un parasite, un champignon, un virus, absolument rien d'étranger à l'autre. Donc c'est pour ça, et je vais m'étendre un peu plus dessus, qu'on les appelle maladies à prions, ou agents à virus non conventionnel, parce que ça résiste quasiment à toutes les méthodes de décontamination, et c'est très petit, ça passe les filtres qui arrêtent les bactéries, donc c'est pour ça que je l'ai classé dans les virus, et ça a attaqué donc le cerveau, donc ça a impliqué cette dégénérescence. Ce n'est pas des maladies qui font mal, parce que contrairement à ce qu'on pense, le cerveau est quelque chose qui étant tellement protégé dans la boîte crânienne, eh bien la nature n'a pas trouvé utile de mettre des détecteurs de douleur dedans, puisque ça vit en apesanteur, et donc ça fait pas mal, ce qui permet du coup de trépaner des gens, de faire des choses sur le cerveau, et qu'ils restent conscients. C'est-à-dire comme ça qu'au début, on a découvert, ça c'était à cause de la Grande Guerre, où il y a eu énormément de trépanation et autres, et où les gens ont découvert les liens entre des zones particulières des cerveaux et le corps, et on s'est rendu compte de cette topographie, le fameux homoculus. Vous avez une représentation du corps au niveau du cerveau, et qui est très curieuse, puisque si le pouce ou les doigts prennent une place énorme, tandis que le milieu du dos est tout petit, les lèvres sont très grosses aussi, c'est qui correspond aux différents niveaux d'innervation et aux différentes précisions. Ce qui vous explique que quand vous prenez un compas, par exemple, vous touchez à deux endroits différents, eh bien, sur un doigt, vous allez sentir une différence de moins d'1 millimètre, dans le dos, à moins de 2 cm, vous ne vous en rendez pas compte. Je caricature, mais voilà. Donc c'est pour ça que vous avez toute cette structuration. Et bon, je pourrais parler pendant des heures là-dessus, donc je vais passer. En tout cas, il y a un lien fonctionnel extrêmement fascinant entre la façon dont le cerveau est organisé et la fonctionnalité. Et derrière tout ça, il y a de la neuroplasticité, notre capacité de nous adapter à énormément de choses. Donc, il s'est rendu compte que la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui était une maladie qui avait été classée dans les démences préséniles, donc qui survenait un peu plus tôt que d'habitude, vers des gens de 60-65 ans, et qui survenait généralement de manière sporadique, eh bien, en fait, était une maladie infectieuse, en tout cas transmissible. Et il a eu le prix Nobel, donc, pour ça. C'était très curieux également, parce que c'était également une maladie génétique, puisqu'il y avait des familles avec maladie de Creutzfeldt-Jakob. On sait maintenant que c'est lié à des mutations d'une protéine particulière, la protéine du prion, et donc ça se transmet. Et donc ce sont des maladies tout à fait fascinantes. Vous avez un contexte lié à l'autre, donc à l'hérédité. Donc ça c'est le terrain, et ça c'est les protéines que vous fabriquez.
et puis un agent infectieux qui vient et qui va s'amuser à convertir la protéine que vous exprimez gentiment et la transformer en quelque chose qui devient méchant pour vous. Et comme vous le savez ou pas, le cerveau a cette particularité d'avoir des cellules qui ne se divisent plus. C'est pas complètement vrai, c'est ce qu'on apprenait il y a 20 ans encore, mais en fait c'est faux, sinon vous n'auriez pas cette neuroplasticité. Mais par rapport aux autres cellules du corps, le cerveau, les gens désespérés, le cerveau du coup donc, ne se régénère pas comme les autres tissus. D'où les problèmes de maladies liées au vieillissement. L'autre prix Nobel a été donné à Stanley Prusiner, donc cette fois-ci en 1997, quand il a fait l'hypothèse que en fait, ces agents qui échappaient à toutes les règles de la biologie étaient composés uniquement de protéines. Donc ça, c'est une révolution. Hein. Le dogme, c'est l'information génétique est portée par des acides nucléiques, donc c'est de l'ADN, c'est ce qu'on a dans nos cellules, c'est ce qu'il y a dans les plus simples des bactéries. Éventuellement, ça peut être des ARN dans certains virus. Encore plus tordu, vous avez des rétrovirus, il y a de l'ARN qui retourne à l'ADN et puis qui ensuite va aux protéines. Les virus utilisent la machinerie de l'autre, mais à chaque fois, l'information était portée par ce fameux code génétique, par les acides nucléiques. Là, le concept, c'est que en fait, ça peut être des protéines. Pourquoi j'insiste autant dessus? C'est que je vous signale aimablement que ce qui est la base de votre mémoire, on ne sait toujours pas comment ça marche. Dans le cerveau, vous avez 100 milliards de neurones, vous avez environ 10 000 synapses par neurone, vous voyez la connexion complètement délirante, 10 puissance 15 synapses, et on ne comprend toujours pas. On sait que c'est une circuiterie électrique, où c'est l'influx nerveux qui passe, mais comment c'est stocké et comment fait-on pour mémoriser tout ça, on ne comprend toujours pas. Il y a une notion d'équilibre dynamique derrière tout ça. En tout cas, ce n'est pas nos 25 000 gènes qui contrôlent ça. Donc c'est contrôlé très en aval. On est dans le domaine de l'épigénétique, et là, il y a encore tout à découvrir. Et l'hypothèse de Prusiner, c'était qu'au-delà des prions, eh bien, il y avait d'autres maladies neurodégénératives, et notamment la maladie d'Alzheimer, qui pouvaient répondre au même type de problématique. Et son intuition, aujourd'hui, s'est révélée vraie. Et on considère qu'aujourd'hui, la plupart des maladies neurodégénératives, que ce soit Alzheimer, Parkinson, Huntington, sclérose latérale amyotrophique, reposent sur des mécanismes de type prion. Et plus on étudie ces mécanismes, plus on se rend compte qu'ils sont largement répandus, qu'ils existent partout dans la nature, et maintenant on arrive à la conclusion que les mécanismes de la mémoire reposent également sur des mécanismes de type prion, avec des phénomènes de type domino, vous savez, premier qui tombe qu'entraîne les autres, donc basés sur des notions d'agrégation, désagrégation. Autrement dit, la capacité pour certaines protéines de former de manière transitoire des agrégats labiles qui vont entraîner des pertes de fonction ou au contraire des gains, une stabilisation de quelque chose. Et ce qui fait qu'un événement, vous allez le mémoriser ou ne pas le mémoriser. Et suivant la boucle, le circuit qui va être mis en œuvre, et c'est là où vous avez les notions de conscience qui rentrent en jeu, eh bien le même événement va vous donner une réaction qui ensuite va ou ne va pas se propager au reste de votre cerveau. Et c'est quand il se propage au reste de votre cerveau que ça atteint vos niveaux de conscience et que là, ça va commencer à être stocké et que vous allez pouvoir mémoriser les choses. Mais en disant, je commençais à vous dire que l'intuition doit se passer quelque part par là et qu'on peut avoir, au-delà de la conscience, ressentir des choses sans pour autant qu'on puisse arriver au stade qui vous permet de le disséquer d'une manière parfaitement rationnelle. Bon, je passe, vous voyez que sur chaque diapositive, je pourrais vous parler 1 heure, donc j'ai plus que 5 minutes pour faire passer les 30 diapositives suivantes. Donc là, c'est juste pour vous montrer que des découvertes tout à fait récentes, on s'est rendu compte que des patients contaminés par hormone de croissance avaient, alors qu'ils sont relativement jeunes, ont des lésions d'Alzheimer, autrement dit que les deux pathologies pourraient être intriquées. Je passe là-dessus aussi, je passe là-dessus, ça je vous l'ai déjà dit, c'est toutes les maladies neurodégénératives qui ont des mécanismes de type prion qui se propagent de proche en proche, là aussi, en suivant les voies anatomiques.
le fait que protéine du prion et A-bêta, qui est la principale protéine avec taux qui s'accumule dans l'Alzheimer, ont des rôles physiologiques. Je passe là-dessus, ça c'est nos essais de transmission de primates. Alors ça c'est pour vous faire rêver un peu, c'est notre capacité de reprogrammer les cellules. Donc vous aviez aimé les cellules souches, mais là c'était affreux éthiquement puisque fallait partir d'embryons humains. Donc, tandis que là, ça y est, on a résolu le problème. On prend des vieilles cellules de boue pourries, on met de la poudre magique avec des techniques de biologie moléculaire, on efface leur mémoire, elles oublient qu'elles étaient vieilles et adultes, et c'est ce qu'on appelle la reprogrammation. En fait, on fait exprimer, je vais vous dire de manière plus scientifique, on fait exprimer de manière transitoire 4 gènes, hein, et du coup, il y a une réversion du processus, elles recouvrent leur jeunesse, et on a des cellules qu'on appelle pluripotentes, qui ont la capacité de refaire du foie, du cœur, du cerveau. Hein. Et nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est refaire du cerveau, hein, et on recrée des petits, corps, des organoïdes, et là vous apercevez, alors c'est tout récent, hein, la découverte de cette technique, c'est fin 2013, donc vous voyez, c'est tout à fait récent, et il y a eu un prix Nobel en 2012 pour cette capacité à reprogrammer ces cellules, et là vous apercevez celui-là, il a carrément une ébauche de rétine, de pigments rétiniens dedans. Donc, il faut bien voir que chacune de nos cellules a la capacité potentiellement de refaire un corps entier. Hein, c'est ce qui se passe à la conception. Hein. Donc là, on refait in vitro ce genre de choses. Donc, pour vous dire que l'évolution d'Alzheimer, donc autant les prions, bon, c'est sous contrôle, on a bloqué les bovins contaminés, on a fait des choses très coûteuses, ça a coûté plus de 90 milliards d'euros, les crises en Europe, mais c'est sous contrôle. En revanche, les autres, vous avez une augmentation exponentielle en fonction de l'âge. On considère qu'aujourd'hui, il y a 95, les gens qui atteignent 95 ans, dans 50% des cas, ils ont une maladie d'Alzheimer. Et que cette maladie s'est déclenchée au moins 10 ans avant, sinon 20 ans. Autrement dit, ça signifie que dans la population générale, à partir de 75 ans, 50% des gens commencent à développer une maladie d'Alzheimer. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous devenir centenaires. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous développer un Alzheimer. Donc, et là, vous avez dit que les mécanismes de type prion, et puis là, je vois qu'il est 17h, je suis encore 5 minutes, oh c'est merveilleux, j'ai encore le temps de vous raconter plein de choses. Donc là, c'est sur le prion de l'albure, donc sur encore d'autres protéines, mais ils ont réussi à démontrer donc, que ces agrégats étaient transmissibles de génération en génération, de cellule en cellule, et donc de se répartir dans une population, et donc c'est une information de type génétique, mais portée par une structure protéique. Là, ça existe dans la nature chez les champignons, et là où ça vous intéresse encore plus, chez un être absolument ravissant, la limace de mer. Donc, bon, je vais utiliser le nom scientifique, parce que c'est moins rebutant, c'est l'apisie. Hein, et qui a une particularité, c'est qu'elle a très peu de neurones, principalement un qui est énorme. Donc son degré de réflexion est limité, mais du coup ça permet de l'étudier. C'est pratique pour nous. Hein, on a besoin de simplifier, donc par rapport à nos 100 milliards de neurones, vous voyez que voilà, c'est plus accessible à notre compréhension. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait des protéines particulières, bon en l'occurrence c'est CBEB, vous pouvez oublier le nom, toujours est-il que là encore il y avait un mécanisme de type prion, hein, avec des phénomènes transitoires d'agrégation qui apparemment, d'après, et ça c'est encore un autre prix Nobel qui s'intéressait à ça, c'est Eric Kandel, que ça permettrait de stabiliser les phénomènes de transmission synaptique qu'on soupçonne d'être absolument critiques dans les phénomènes de mémoire. Pourquoi vous entretenez tel type de souvenir? Alors, et dans les 2 minutes qui me restent, je vais aller très rapidement sur d'autres façons d'utiliser notre cerveau, donc les phénomènes de peur dans le contexte actuel, pour vous dire que vous avez le rationnel, mais vous avez également l'irrationnel, mais on l'a hérité depuis des millénaires, et la peur est normale, ça sert à nous protéger. Et ça a été tellement bien étudié que vous avez des circuits directs qui ne passent pas par tous vos circuits de réflexion,
qui vous permettent de réagir instantanément à quelque chose qui vous évoquerait un serpent ou n'importe quoi de dangereux. Vous allez faire un pas de côté avant même d'avoir compris ce qui se passait. C'est cette différence de fraction de seconde qui fait la différence entre la vie et la mort. Mais bien évidemment derrière, il faut être capable de reprendre le cours normal des choses et de disséquer le phénomène et de voir si c'est une vraie alerte ou s'il faut continuer dans la vrille intégrale. Hein. Donc c'est pas la peine de courir à l'autre bout de la ville. Non, il faut quand même à un moment revenir avec une réflexion rationnelle. Hein. Donc, et Pascal avait dit que le cœur avait ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais oui, mais c'est l'intégration de plein de choses, parce qu'en fait, le cerveau, bon, là aussi pour caricaturer, on considère que vous avez le cerveau gauche et le cerveau droit. Comme toutes les théories, c'est faux. Puis il y a un cerveau gauche et un cerveau droit, c'est vrai. Hein. Mais qu'on considère que le cerveau gauche soit le cerveau du rationnel, des maths, de la mémoire, du langage, c'est quand même vrai. Hein. L'aire du langage, elle n'est pas des deux côtés. Hein. Donc, si vous détruisez l'aire de Broca, là, vous avez puis c'est un seul côté. Et le cerveau droit serait le cerveau artistique, vision holistique, etc. Et bah, c'est comme vos deux jambes, en fait, vous avez besoin des deux pour marcher correctement. Le cerveau rationnel est très utile pour couper les cheveux en quatre, avoir des idées extrêmement précises, des concepts et autres, et l'autre pour, au moment où vous êtes saturé par le nombre, où c'est plus possible, là vous êtes bien content d'avoir une vue globale, sans rentrer dans les détails, pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il fallait faire, j'allais dire historiquement, en tout cas au cours de l'évolution, c'est les grandes réactions, hein, fuir, combattre ou autre. Hein, donc ça, c'est des mécanismes de survie. Pourquoi est-ce que vous êtes plus sensible aux événements négatifs qu'aux événements positifs, hein, on considère qu'il faut 10 événements positifs pour contrebalancer un événement négatif. Là aussi, c'est expliqué par l'évolution. Vous pouvez vous permettre de passer à côté d'une source de nourriture. Pas grave, vous en trouverez une autre. Si vous passez à côté, vous ne faites pas attention à une menace mortelle, vous n'aurez pas l'occasion de renouveler l'expérience. Donc voilà, la nature a naturellement pondéré toute une série de choses chez nous. Hein, donc 3 minutes, oh, 3 minutes sur plein de choses, c'est merveilleux. Donc pour vous dire que les mécanismes de peur sont là pour nous protéger, mais on les revisite régulièrement et il y a moyen, grâce à la neuroplasticité, justement, de les réassocier à autre chose, mais de manière pathologique, ça peut reboucler. Vous avez des gens qui, après les événements tragiques que l'on vient de voir, mais après des événements malheureusement plus classiques comme les deuils, vous savez très bien que, suivant les personnes, vous avez des gens qui vont être dans la norme, c'est-à-dire souffrir pendant un certain temps et guérir, et puis d'autres qui vont entretenir ça et que ça va détruire petit à petit. Donc c'est cette capacité à se réapproprier un certain nombre de choses qui correspond en fait à des mécanismes neuropsychologiques pour lesquels on commence seulement à avoir des bases scientifiques correctes. Et là, c'est une étude qui est parue dans Nature, je crois, c'est il y a 2 ans, hein, où ils se sont rendus compte comment on pouvait associer des stimuli et effacer certains phénomènes indésirables de mémoire. C'est ce qui a été utilisé sans le savoir par des gens qui font ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et bien de manière intuitive, ils ont exploré ce genre de choses. C'est ce que vous avez également qui sous-tend l'hypnose. Hein, les mécanismes de type hypnotique consistent à vous focaliser sur un certain événement. Et quand vous réfléchissez bien, on peut étendre le concept. Quelque part, nous sommes tous en permanence en état d'hypnose, à des degrés divers, puisque ce sont des états modifiés de conscience. Le simple fait d'être concentré, et vous n'entendez pas ce qui se passe autour, et bien quelque part, c'est parce que vous êtes finalement hypnotisé par votre tâche, et heureusement, parce que c'est ça qui vous permet de maintenir un maximum de facultés sur ce que vous êtes en train de faire. Bon, donc je passe sur les effacements de mémoire, parce que là je dois être au bout du temps, et juste pour, après vous avoir plombé l'ambiance,
pour vous dire que neuroplasticité offre des possibilités extraordinaires, et c'est là où les artistes ont sans doute des choses à dire. C'est paru dans Nature il y a 2 ans, comme quoi des jeux vidéo sont capables de rééduquer le cerveau chez des personnes de 80 ans. Eh bien, après seulement 12 heures, 1 heure 3 fois par semaine pendant 4 semaines, donc 12 heures d'entraînement, ils arrivaient à avoir l'agilité de gens de 20 ans qui n'avaient pas joué à ce jeu. Et ils gardaient un bénéfice pendant 6 mois. C'est la première fois que je vois un phénomène de ce type-là. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont démontré que ça ne marchait que dans une condition très particulière qui est le multitâche, c'est-à-dire faire 2 choses en même temps. Quand ils faisaient faire ce jeu en ne faisant qu'une seule tâche, là en l'occurrence c'était soit conduire, soit répondre à des signaux en disant on va cliquer quand vous voyez un rond vert et puis on va montrer des carrés rouges ou des ronds rouges, etc. Eh bien, il n'y avait aucun bénéfice. Quand il y avait les deux, là, il y avait un bénéfice. Donc, comme si notre cerveau, naturellement, était feignant, et chaque fois qu'il peut, il continue son bonhomme de chemin. Quand il n'a pas le choix, eh bien, il mobilise d'autres ressources, et c'est cette mobilisation de ressources supplémentaires, de la même manière que quand vous faites votre gymnastique, vous n'avez pas envie de le faire, pour ceux qui en font, moi, j'en fais pas. Mais c'est sans doute quelque chose auquel il faudra s'astreindre, et dans lequel le domaine artistique aura son importance, parce que le cerveau a la capacité de se lasser très vite, c'est-à-dire que, une fois que vous avez compris comment ça marche, la curiosité, l'intérêt renouvelé s'épuise, et c'est là où les artistes sont capables de toucher d'autres zones, et c'est d'ailleurs pour ça que dans Alzheimer, on considère que la stimulation par d'autres voies, les voies rationnelles, la musique, d'autres styles de stimulation sont importants, et c'est sans doute vrai pour la population au niveau général. Et j'arrêterai là, et je vous remercie pour votre attention.